Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bamako, la capitale en proie à l'insécurité, des revendeurs de pain matinalement agressés, de paisibles citoyens braqués ou cambriolés. La semaine dernière, des inconnus proférant des menaces ont brisé les vitres de la voiture de la femme du chef de file de l'opposition. L'animateur de la web chronique Madouka Journal a été blessé par balle ce mardi 25 juillet. La liste est longue. Les forces de sécurité patrouillent la nuit, mais les dispositifs sécuritaires sont moins visibles le jour. Et le sentiment se renforce de plus en plus dans la capitale. Y a-t-il un relâchement dans la sécurisation? Que faut-il faire pour éviter la psychose? Pour débattre de la question et de tant d'autres, nous avons sur ce plateau Boubacar Yalkouye, il est porte-parole du collectif Sauvons la presse. Bonsoir. Bonsoir. Fodé Tandjougoura est notre analyste, il est sociologue. Monsieur Tandjougoura, bonsoir. Bonsoir. Chaka Sidibé est le directeur régional de la police du district de Bamako. Il sera au téléphone à notre compagnie. Je suis Aliou Sidibé à la présentation. À la mise en onde, il y a Gaïn Kanté et Mamadou Ouattara assure la régie vidéo. Le grand dialogue. Depuis le début de la contestation contre le projet de révision constitutionnelle, plusieurs militants pour l'abandon total du référendum ont reçu des menaces de mort. Master Soumi, l'un des porte-parole de la plateforme, a de nombreuses fois alerté sur le danger qui pèse sur sa vie. Excusez. Le chroniqueur Madou Kanté dit maréchal, Madouka Journal, qui a été la cible d'une tentative d'assassinat par des hommes armés non identifiés, n'épargnait ni les autorités politiques, ni les leaders religieux et même les artistes. Il a reçu 3 balles, dont une logée au niveau de sa poitrine. Écoutons ce témoignage de Boubacar Yalkouye, porte-parole du collectif Sauvons la presse privée. Madou a été victime d'une attaque par balle quand il rentrait chez lui. Il était avec 2 de ses camarades qu'il avait accompagnés. Et donc vers 1h du matin, il y a des individus qui ont attaqué son véhicule avec des balles réelles. Le véhicule a été criblé de balles, mais lui-même il a été touché au niveau de la poitrine. Donc directement il a été hospitalisé aux urgences de l'hôpital du Mali. Sur place, vers 2h30, sa vie était hors de danger. La dernière opération a eu lieu ce matin parce qu'il y avait 3 balles qu'il avait reçues au niveau de la poitrine. Il restait une qui était au niveau du cœur, mais ce matin ils ont pu quand même l'enlever et sa vie quand même, alhamdoulilah, ça va pour le moment. Des camarades qui étaient présents, il y a les autorités aussi qui ont effectué le déplacement, notamment le ministre de la Sécurité, le général Salif Traoré, et puis aussi le ministre de la Communication, Harouna Touré, qui était sur place. Et également il y a aussi la plateforme anti-Abana qui était représentée par Tchebilien Dramé du Parena et aussi Amadou Cham de ADP Maliba. Alors, Mamadou Kanté est un membre de la plateforme Ante-Abana. Est-ce possible d'établir un lien entre cette tentative d'assassinat et son militantisme, M. Tandjougoura? Je pense que ce lien n'est pas à exclure, sans pour autant pouvoir l'établir de façon formelle. Mais au-delà de tout ça, je pense qu'il y a un sentiment général de malaise en réalité. Au-delà de tout ce qu'on voit comme insécurité, à la base, il y a la pauvreté des populations, certaines déceptions, n'est-ce pas, vis-à-vis des pouvoirs politiques. Et donc tout ceci s'accumule et les gens trouvent les moyens d'expression à travers ces contestations populaires. Je pense que c'est l'expression d'une insécurité extrêmement généralisée et la situation politique qui prévaut actuellement, notamment l'histoire de la Constitution, n'est pas à exclure, n'est-ce pas, du malheur qui vient d'atteindre ce journaliste. Voilà. Ok. Monsieur Yalkouye, vous êtes porte-parole du collectif Sauvons la presse privée. Alors, est-ce qu'à votre niveau, on peut établir un lien entre cette tentative d'assassinat et le militantisme de monsieur Kanté?
Évidemment, comme vous l'avez si bien dit, moi je suis un des proches de Madouka Journal, parce que nous avons milité ensemble, nous avons fait beaucoup de choses ensemble, au-delà même de mon statut de journaliste, parce que nous sommes sur le terrain, tous les manifestations qui ont eu lieu ces derniers temps contre la révision constitutionnelle et également contre d'autres problèmes ou d'autres actions posées par le régime qui vont à l'encontre de l'intérêt de la République, nous les avons combattus ensemble, nous les avons dénoncés ensemble. Et je sais également que il a l'habitude de nous confier beaucoup de choses parce que compte tenu de sa position, sa manière de dénoncer les faits, la gestion du régime, il a été plusieurs fois victime des menaces de mort, des intimidations par-ci par-là. Et quand j'ai appris cette information hier dans les environs de 1h du matin, ça ne m'a pas surpris parce qu'à tout moment, on se disait que nous sommes aujourd'hui une cible parce que nous faisons mal. Nous faisons mal en ce sens que les actes que nous posons, le fait que nous dénonçons, ces gens, ça leur fait mal aujourd'hui. Et finalement, du moment où ils n'ont pas d'argument pour vraiment aller à l'encontre de ce que nous disons et aussi apporter des arguments solides pour convaincre le peuple, et pour leur faire croire également qu'ils ont la vérité. Donc, ils ne vont pas forcément passer par des moyens de violence. Et donc, maintenant, ce moyen de violence est devenu une expression générale aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit. Ce n'est pas Madou seulement. Nous avons vu le cas de l'épouse du chef de file de l'opposition, son véhicule. Nous avons vu également les gros bras qui ont aussi menacé le mouvement Trop c'est trop et ça se fait devant l'ORTM. Et tout ça, ça se passe ici au vu aussi du régime qui n'a jamais pipé mot par rapport à tous ces faits qui sont là. Ne serait-ce que condamné seulement. Nous n'avons jamais entendu une condamnation dans ce sens. Et pour moi également, même le jour de la dernière marche de la plateforme anti-Abana, nous étions ensemble, nous savons ce qu'il a dit là-bas. Et d'ailleurs, ce jour, il ne s'est pas seulement limité au régime, mais il a même fait un clin d'œil également aux religieux qui, lors d'une assemblée générale, il y a un de leurs partisans qui a eu à dire que le sang va couler. Et ce jour, il a été très clair par rapport à cela. Il a condamné et il les a aussi prévenus. Il dit que le jour où le sang coulera ici, ils seront tenus pour responsables. Il l'a dit ce jour. Et si, malheureusement, il devient la première cible après ses propos des religieux, s'il y a lieu vraiment de soutenir les responsabilités aujourd'hui, même si le ministre de la Sécurité nous a promis avoir ouvert une enquête, nous, pour le moment, nous soutenons la responsabilité au niveau du gouvernement qui est incapable aujourd'hui de sécuriter les personnes, les Maliens et leurs biens, et également au niveau aussi de ces religieux qui, lors de leur assemblée, ont tenu ce genre de propos. Vraiment, on est dans une société aujourd'hui qui fait peur, mais ça ne doit vraiment pas nous dévier de notre trajectoire. Ok. Nous allons voir du côté de Siaka Sidibé, il est le directeur régional de la police du district de Bamako. Allô, Siaka? Allô, bonsoir. Voilà, donc nous avons vu que M. Kanté est membre de la plateforme anti-Abana. Est-ce que vous, au niveau de la police, à votre avis, il est possible d'établir un lien entre cette tentative d'assassinat et son militantisme? Merci bien, M. Sidibé. Je voudrais, si vous permettez, dire bonsoir à vos auditeurs. Je vous en prie. Et vous présenter les excuses pour n'avoir pas pu faire le déplacement compte tenu de ce que vous venez de dire, parce que la journée a été assez longue. Okay. Et nous, au niveau de la police nationale, comme vous l'avez peut-être constaté depuis 2 heures déjà, nous, avec nos éléments, nous sommes sur le dossier. Et puisque nous avons été alertés à 2 heures du matin par M. Alassane Diop, pour nous dire qu'il voudrait une réquisition à docteur et adressée au médecin-chef de l'hôpital du Mali au profit de M. Kanté. Et lorsque j'ai été réveillé par le commissaire, je lui ai dit exactement de faire ce qu'il demandait et de faire tellement rapidement que également envoyer une équipe pour aller voir le système de sécurité d'abord. Déjà, il y a un système de sécurité, mais pour aller renforcer le système de sécurité au niveau de l'hôpital, mais également pouvoir prendre les premières déclarations de M. Kanté, la victime. Alors, donc, grosso modo, on était là-bas quand M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile nous a trouvés. Et déjà, nous avions pris beaucoup d'initiatives déjà au niveau de l'hôpital, au niveau des 2 commissariats, c'est-à-dire le 12e arrondissement et le 13e arrondissement.
Et nous avons reçu fermement, en tout cas, les instructions d'ouvrir immédiatement une enquête et de situer les responsabilités et vraiment d'interpeller le ou les assaillants. Alors, nous, on ne connaît pas déjà, on ne peut pas faire un lien. C'est à partir des enquêtes que nous pouvons faire un lien ou des liens. Si nous connaissons déjà les liens, je crois que l'enquête n'allait pas aller loin. Mais pour l'instant, nous avons mis en place un panel d'enquêteurs, n'est-ce pas, des enquêteurs chevronnés, n'est-ce pas, qui sont tirés vraiment des différentes unités d'enquête pour pouvoir aider ces deux commissariats-là afin de mener une enquête pour savoir exactement d'abord ce qui s'est passé. Puisque j'ai eu un entretien avec M. Kanté sur son lit d'hôpital, il a bel et bien dit qu'effectivement, il était à bord de son véhicule, mais que lui-même, après le coup, il a entendu le bruit, mais il ne sait même pas si c'est une personne ou deux personnes qui sont teintées. Et donc, vraiment, c'est le bruit et le sang qui coulait de sa poitrine qui ont fait qu'il s'est débrouillé à aller au centre de référence de la commune 1. Donc, pour l'instant, M. Sidibé, à notre niveau, nous ne pouvons pas dire qu'il y a un lien entre tel ou tel aspect pour le moment, parce que nous venons juste d'ouvrir l'enquête de ce matin. Et la balle a été extraite par les spécialistes chirurgiens. Et la PTS, c'est-à-dire la police technique et scientifique, est en train de faire également son travail pour faire un lien entre ces projectiles-là et certaines armes. Donc c'est après tout cela maintenant que nous, on peut faire une révision sur exactement ce qui s'est passé autour de M. Kanté. Et à qui je souhaite prompt rétablissement. Mais peut-être une enquête de plus sans suite, parce que nous avons l'habitude de ces enquêtes qu'on ouvre et la suite n'est pas du tout connue. Bon, à mon niveau, M. Sidibé, moi je n'ai pas l'habitude de ça. Et je sais que toutes les enquêtes que nous menons, peut-être qu'au début, les gens sont informés, mais souvent à la fin, et visitez un peu les tribunaux, vous allez savoir que nos enquêtes quand même, elles sont faites et les résultats sont toujours connus au niveau des tribunaux et de certaines parties. Bon, c'est un peu ça. Et je pense que ce ne serait pas une enquête de trop. Okay. Je souhaite que ce ne soit pas une enquête de trop, comme vous le dites. Mais moi, à mon niveau, je ne pense pas que nous n'ayons pas les résultats de nos enquêtes. Ok, merci beaucoup. Fodje Tandjougoura, vous êtes sociologue et nous avons vu qu'il a reçu depuis son lit d'hôpital la visite de Tcheblin Dramé et de l'honorable Amadou Thiam. Y a-t-il là une récupération politique dans cette action ? Bon, je pense que d'autant plus qu'il se considère comme étant de même bord d'opinion, je ne dirais pas bord politique, mais d'opinion. Et puis bon, il y a peut-être de la récupération dedans, mais j'aimerais juste rebondir sur l'intervention de monsieur le policier, c'est-à-dire que la police va toujours appliquer une enquête ordinaire, hein, c'est comme ça que ça se passe, ce n'est pas un truc terroriste ni rien du tout, donc c'est une enquête ordinaire qui va être appliquée. Et donc, je voudrais juste lancer un appel à tous ces gens qui sont de la société civile. C'est-à-dire qu'il faut peut-être des gens qui sont des leaders, qui ont un certain leadership, qui sont dans ces mouvements-là, soient beaucoup plus protégés. Et on a une société civile qui se structure au gré des événements, et c'est ce qu'on a vu maintenant. Donc des gens qui sortent un peu du lot, donc lors des événements qui émergent, mais qui ne sont pas protégés, il n'y a aucune forme de protection. Donc les gens sont là de façon stoïque, mais ils sont abandonnés. Et peut-être qu'il est malade, bon, il faut peut-être que les journalistes fassent un soutien. Il n'y a rien n'est prévu pour structurer ces actions de militantisme. Donc il va falloir penser désormais à mettre en place soit un réseau de société civile qui va protéger les activistes qui sont les plus percutants, les plus vus, de manière à pouvoir les protéger et à pouvoir apporter, n'est-ce pas, des informations nécessaires. Je pense qu'il faut s'atteler à ça aujourd'hui, quoi. Merci. Ok. Alors, M. Yalkouye, ces d'aucuns ont pensé aussi à un règlement de compte. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez pensé à cette piste? Un règlement de compte entre lui et qui? Parce que moi, il ne m'a jamais dit. En tout cas, il m'a toujours dit qu'il a reçu des menaces. Et ces menaces, ce ne sont pas des règlements de compte personnels en tant que tel entre lui et un individu, peut-être de la rue ou bien du même carré que lui.
Mais c'est compte tenu de sa position par rapport à un peu à l'exercice des tâches qui sont confiées aux autorités aujourd'hui, qui d'ailleurs il ne cesse de dénoncer. Et ces derniers temps, sa position tranchante par rapport à cette affaire de révision constitutionnelle d'ailleurs, ça fait qu'il est pratiquement un peu partout à la une. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au niveau de quelques journaux support papier de la place et également au niveau des grains, un peu partout on parlait de lui. Et c'est partant de là d'ailleurs que quand il nous a dit qu'il recevait des menaces un peu partout, nous l'avons dit d'être un peu vigilants. Et ce jour, quand on l'attaquait vers 1h du matin, ce mardi, il était accompagné, il était avec 2 de ses amis, un d'ailleurs qu'on considère comme son garde du corps rapproché. Il est allé les accompagner à la maison et lui-même il rentrait chez lui. C'est quand il a reçu un coup d'appel, il s'est stationné quelque part pour échanger avec la personne. Et subitement, voilà des individus qui surgissent et puis ils tirent sur son véhicule. Et malheureusement, il reçoit des balles quand même au niveau de la poitrine. Grosso modo, voilà comment les choses se sont passées. Mais moi, je le maintiens toujours. Par exemple, monsieur le policier a parlé d'ouverture d'une enquête, comme je l'ai toujours dit aujourd'hui. Mais nous avons vu malheureusement que quand on parle d'enquête au Mali ici, ça se termine toujours en queue de poisson. Et c'est ce qui est d'ailleurs dommage. Ça n'a pas été la première fois. Nous avons vu, le problème est que nous sommes en danger, comme M. Tandjougora l'a si bien dit. On est en danger chez nous, nous ne sommes pas sécurisés. Et nous avons toujours interpellé les autorités dans ce sens. Ce n'est pas seulement la plateforme, même bien avant la création de cette plateforme qui est venue au gré des circonstances, à travers cette révision constitutionnelle, même bien avant ça, il y a pas mal de partis, il n'y a pas mal de groupuscules qui s'étaient levés pour demander vraiment à nos autorités de songer à cela. Et malheureusement, voilà comment l'insécurité est en train de prendre une autre dimension. Autrefois, c'était les motos. Aujourd'hui, nous sommes en train on s'attaque aux activistes qui donnent leur opinion par rapport à la situation, par rapport à la gestion du Mali et surtout jusque dans leurs véhicules. C'est quand même un peu inquiétant. On a vu aussi le cas de la femme, de l'épouse du chef de file de l'opposition. Donc, ça veut dire que nous sommes aujourd'hui, on n'est pas protégé. Et c'est ce que, à ce niveau, raison pour laquelle j'ai dit que nous interpellons ce régime et nous le tenons pour responsable dès le départ. Parce que nous, à chaque fois, c'est pas la première fois, à chaque fois que nous avons saisi l'occasion, à chaque fois que nous avons eu l'occasion, nous n'avons pas cessé de leur dire il faut vraiment songer à cela aujourd'hui. Et c'est très important. Nous sommes en démocratie. Les gens sont libres, les avis divergents. C'est normal dans une démocratie. Mais quand une partie est contre, il ne faut pas la condamner jusqu'à un certain niveau. C'est aussi son droit, le plus absolu. Et aussi, le régime a le plein droit également de songer, de veiller à la sécurité de tous ceux qui sont considérés comme les leaders aussi de cette partie qui va à l'encontre de l'avis du régime. Et c'est ce que nous ne voyons pas chez nous ici et c'est dommage. Nous allons observer une pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, nous allons retourner sur ce plateau avec nos invités. Je vous rappelle ici Siaka Sidibé, directeur régional de la police du district de Bamako. Il est au téléphone. Donc, M. Youssouf Mangara nous a fait un faux bond. Il est de l'agence de communication globale digitale Ouverture Média. Et Boubacar Yalkouye est porte-parole du collectif Sauvons la presse privée, Fodié Tandjougora est sociologue. Nous allons toujours aller avec M. Yalkouye. Dans le cas d'espèce, peut-on parler d'atteinte à la liberté d'expression? Évidemment, ce n'est autre que ça. Et puis, dans le cadre de la menace de la liberté d'expression, nous ne sommes pas à notre premier cas. Nous avons vu notre confrère Abirama Touré qui a disparu, ça fait plus d'1 année aujourd'hui. Nous n'avons aucune nouvelle. On nous a tout le temps promis, le régime nous a toujours promis qu'on aura au moins un résultat probant, un résultat escompté un jour. Mais l'enquête elle est ouverte pendant plus d'1 année. Nous n'avons aucune nouvelle aucune trace par rapport à la disparition de notre confrère. Et par-delà également, nous avons vu qu'il y a d'autres journalistes aussi qui ont été menacés pour simple raison qui donnent leur avis par rapport à une situation déterminée, par rapport à la gestion du régime. Et c'est ce qui est d'ailleurs inquiétant. Aujourd'hui, nous avons vu le cas de Marshal Madou. Donc ça sous-entend que
aujourd'hui, la menace devient de plus en plus un moyen d'expression pour ce régime. Et c'est ce qui est dommage. Même si on ne peut pas directement dire qu'on les a pris la main dans le sac. Mais du moment où ils ont du mal à veiller à assurer la sécurité des personnes et leurs biens, jusqu'au niveau de la capitale malienne, ils sont tenus pour responsables avant qu'on mette la main sur les responsables de cette attaque barbare-là aujourd'hui. Et par-delà également, moi je pense vraiment qu'aujourd'hui, il est temps que ce régime écoute une partie de ce peuple. Tant que nous ne nous donnions pas la main, tant qu'il n'accepte pas la divergence d'expression, ça va être difficile pour nous de sortir de cette crise-là aujourd'hui. Ok, Monsieur Fodié Tandjougoura, alors à votre avis, en tant que sociologue, est-ce que vous pensez que la liberté d'expression est menacée? Oui, je pense que quelque part, il y a quand même une certaine atteinte à la liberté d'expression, même si de façon formelle, on dit qu'au Mali, il y a autant de journaux écrits, autant de radios, autant de télés. Donc, on magnifie un peu la liberté d'expression parce qu'il y a des radios privées, il y a des journaux privés qui prolifèrent un peu partout. Mais dans la réalité pratique, n'est-ce pas, il faut rappeler que nous sommes à une époque où peu de gens osent prendre la tête de certaines frondes, certaines formes de fronde. Et on a vu que ceux qui ont essayé de le faire, des journalistes notamment, ont pu être menacés à un certain moment donné et même disparus, comme il vient de le témoigner. Mais le problème avec notre pays, c'est qu'il est difficile, n'est-ce pas, voire impossible, d'essayer d'établir, n'est-ce pas, ces preuves-là, parce que si c'est l'État, c'est un appareil qui agit, n'est-ce pas, de façon interposée, donc ça va être difficile. Moi, ce que je préconiserais plutôt, c'est toujours la protection de ces activistes, n'est-ce pas, qu'on a vu dans beaucoup de pays, même dans la sous-région. Donc on a mis en place tout un dispositif pour les sécuriser et de telle sorte qu'on ne puisse pas porter atteinte à leur intégrité physique. Donc c'est une forme d'atteinte à la liberté, mais de façon officielle, on vous dira que ça n'existe pas parce qu'il y a des journaux, il y a la liberté d'expression, tout le monde dit ce qu'il pense, sauf que quelque part, on va tirer sur la voiture, on va enlever quelqu'un. Mais quand même, il y a des créneaux de liberté d'expression qui existent de façon officielle. Voilà. Ok, ceci nous amène directement sur le deuxième volet. Les dispositifs sécuritaires montrent-ils des limites? Il y a un an de cela, la sécurité a connu des améliorations, notamment avec la création de brigades territoriales, l'établissement d'un cordon de sécurité autour de Bamako et le renforcement des patrouilles. Alors, un an après, qu'est-ce qu'on peut retenir comme bilan, Monsieur Siaka Sidibé? Merci bien pour la question. Tout à l'heure, on parlait d'atteinte à... moi, je suis sécurité. Moi, je parlerais plutôt d'atteinte à l'intégrité physique de M. Kanté. Il a ses droits, qui est un citoyen malien. Il a ses droits. On a attenté vraiment à son intégrité physique. Et c'est pour cela que nous mettons en place des dispositifs, en tout cas dissuasifs d'abord, et pour prévenir et avant de réprimer. Et c'est pour cela que de l'année dernière à maintenant, peut-être que vous avez des statistiques, mais dans nos statistiques, nous n'avons pas encore ces résultats aussi alarmants. Parce qu'il y a des périodes de l'année quand même où il y a une augmentation du taux d'infraction, surtout à Bamako, pendant l'hivernage, pendant les vacances. Et c'est pourquoi nous renforçons beaucoup nos dispositifs. Et au-delà donc des patrouilles de nuit comme de jour, les checkpoints que nous avons renforcés un tout petit peu, il y a la surveillance des grandes artères qui continue. Au niveau des grandes artères aujourd'hui, de l'année dernière à maintenant, nous constatons quand même que les braquages et en tout cas les vols à main armée dans les grandes artères, ça a diminué. Et on ne peut pas dire exactement que c'est terminé, mais ça a diminué considérablement. Et il y a également la couverture sécuritaire de toutes les grandes manifestations. Et ça, c'est un travail que nous faisons. Je remercie. Nous n'avons pas de camp. Nous sommes sécurité, nous sommes là pour tout le monde, nous sommes là pour l'État malien, nous sommes là pour les populations, nous sommes là pour le peuple. Et chaque fois qu'il y a des manifestations et que les organisateurs nous
nous font part ou nous informent, et immédiatement, nous mettons en place vraiment un système, en collaboration même avec les organisateurs, pour pouvoir sécuriser et les manifestants, et également sécuriser les biens de l'État qui sont pour tout le monde. Et généralement, après les différentes manifestations, en tout cas, pour la plupart, on dit quand même que le travail c'est bien passé. Et même s'il y a des insuffisances, nous faisons tout pour quand même améliorer encore, n'est-ce pas, ces couvertures sécuritaires. Il y a également des gardes statiques. Il y a beaucoup de points sensibles dans les villes qu'on ne va pas citer sur les antennes, mais qui, des jours comme des nuits aussi, sont protégés par les forces de sécurité. Et tout cela, vraiment, c'est dans un ensemble de sécurisation de la ville. Et peut-être maintenant, avec ces atteintes à l'intégrité physique des citoyens, nous-mêmes, on n'est pas épargnés. On n'est pas épargnés, personne n'est épargné aujourd'hui. Mais justement, M. Sidibé, avec la multiplication de ces agressions, est-ce qu'il n'y a pas relâchement au niveau des dispositifs? Non, il n'y a pas de relâchement du tout, M. Sidibé. Franchement, il n'y a pas de relâchement. Il suffit de faire le tour, il suffit de nous approcher pour vous rendre compte qu'au contraire, nous sommes en train vraiment d'augmenter. Mais la pression, elle est forte. Les manifestations, il y en a beaucoup. Les armes qui circulent, il faut les contrôler. Et le manque de dénonciation des malfaiteurs. Aujourd'hui, à Bamako, il y a plein de situations qui peuvent être portées à la connaissance, par exemple, des forces de sécurité, pour pouvoir les gérer. Mais malheureusement, hier soir, vous avez vu, moi je vous ai dit dans l'entente de mes propos, que c'est M. Diop qui s'est rendu au commissariat de police pour signaler ces cas-là. Et alors que ce qui est certain, il y a dans ces parages-là certains qui ont entendu des coups de feu. Mais personne n'a informé, par exemple. Ça, c'est un peu un manque de collaboration. Ce manque de collaboration, il faudrait qu'ensemble, nous puissions nous mettre ensemble pour corriger cela. Et cela, en corrigeant, je suis certain qu'on va diminuer vraiment certaines situations qui se présentent aujourd'hui. Et pour me résumer, vraiment, je vous dis, en tout cas, à notre niveau, il n'y a pas un relâchement. Au contraire, nous sommes sur le qui-vive, nous sommes en alerte permanente. Ok. Fodje Tandjougoura, est-ce qu'à votre entendement, il n'y a pas relâchement au niveau, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un relâchement au niveau de la sécurité, des dispositifs? Bon, moi, je ne puis affirmer de façon catégorique. Je sais qu'ils ont renforcé les checkpoints, ils ont essayé de sécuriser les grandes artères. Mais sauf que même s'il y a effort, hein, je ne doute pas, mais ce n'est pas perceptible par les citoyens. Et l'une des principales difficultés, ou l'un des principaux défauts d'ailleurs de nos forces de sécurité, je le dis en tant que simple citoyen, c'est que il n'y a pas cette capacité à se maintenir en veille. On fait un checkpoint, on vous contrôle un jour, un autre jour on vous laisse, ou on contrôle une petite partie, on laisse une petite partie. Donc la mise en veille, elle n'est pas constante. Donc on fait des patrouilles, à un moment on arrête, on ne sait pas pour quelle raison. On dit à tel moment les policiers circulent à tel endroit, ils ne circulent plus. Je ne sais pas, ça répond à quelle logique. Et je pense que quoi qu'on dise, même s'il y a un renforcement des capacités, aujourd'hui l'insécurité, n'est-ce pas, a augmenté, surtout dans les centres urbains. On avait l'impression que c'était dans le Delta ou ailleurs, mais aujourd'hui, eh bien, la menace, c'est à côté de tous les citoyens, en tout cas à Bamako ici. Et je pense que ce qu'il faut, c'est interroger davantage la demande, n'est-ce pas, des citoyens par rapport à la sécurisation, et qu'il faut démocratiser aussi ce secteur-là parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque part des limites. Il faut vraiment démocratiser le secteur de sécurité en impliquant d'autres acteurs dans ce domaine-là. C'est une nécessité aujourd'hui. Monsieur Yalkouye, vous allez constater avec moi que le 2 juillet, Rasbach a été empêché, Mani Militari, de rentrer à Boukouni. La vandalisation le 19 juillet du véhicule de l'épouse de l'honorable Soumaïla Sissé. L'attaque des miliciens Loubar contre le sitting pacifique organisé le 19 devant l'ORTM et qui était organisé par Trop c'est Trop de la plateforme Ante à Bana. Le 20 juillet encore contre le domicile des membres de la plateforme au quartier Hippodrome. 21 et 22 juillet encore la voiture de militants de la plateforme à Sirakoro Megetana. Alors le bilan, il est... À quel niveau vous situez la défaillance? Non, le tableau, il est noir et puis c'est décevant et regrettable en même temps. Et tous ces faits que vous venez de citer, ce qui fait surtout mal,
c'est le fait que ceux qui sont chargés de veiller à notre sécurité, ceux qui sont chargés de veiller à la bonne gouvernance ou bien de nous donner la bonne gouvernance, ne se sont pas levés pour au moins condamner à travers ne serait-ce qu'un simple message pour dire que nous condamnons tel acte qui vient de se produire à tel lieu. Nous ne l'avons jamais vu. Peut-être avec le cas de Marshal Madou, nous avons vu que le ministère de la Sécurité a fait un communiqué dans lequel il a clairement dit qu'il condamne et ouvre une enquête. Mais les autres actes antérieurs, nous n'avons pas vu de déclaration dans ce sens. Et c'est ce qui est surtout dommage. Et moi, je dirais que aujourd'hui où nous sommes, l'insécurité, elle a pris une dimension inquiétante, comme nous l'avons bien dit. Et celui qui est chargé de veiller à cette sécurité, celui qui est chargé d'appliquer cette sécurité, si la personne ne parle pas, c'est comme elle consent. C'est comme ça que moi je vois les choses. Et aussi, vous avez parlé de la collaboration. La collaboration entre la population et ses forces de sécurité sur place. Qu'est-ce qui amène aujourd'hui le peuple à être un peu réservé par rapport à tout ça? Parce que vous dénoncez quelqu'un aujourd'hui, un malfrat aujourd'hui, on le prend, on l'amène en prison et le lendemain, vous allez le rencontrer dans la rue. Et c'est ce qui est inquiétant. Et quand vous sortez un peu de Bamako, vous partez à l'intérieur, il y a ces cas qui se passent à longueur de journée. Et quand vous le dénoncez, il part en prison, il sort le lendemain, mais vous devenez une cible pour la personne. Si elle vous attaque, si elle vous trouve quelque part, mais si elle a l'occasion, elle peut vous éliminer facilement. Et c'est ce qui est dommage. Aujourd'hui, peut-être là-bas, on ne peut pas directement attaquer les forces de sécurité et les forces de sécurité, mais il y a lieu aussi également à ce niveau qu'on indexe un peu aussi la responsabilité de nos tribunaux là où ces gens-là sont jugés. Parce que la plupart des cas, c'est à ce niveau-là également que presque toutes les combines se passent. Et aujourd'hui, vraiment, il est temps qu'on essaie d'assainir également ce secteur. Et au niveau de la justice et également au niveau des forces de sécurité, surtout au niveau des commissariats. Et sans ça, ça va être un peu difficile. Sans ça, ça va être très très difficile quand même d'avoir la solidarité, d'avoir l'accompagnement du peuple pour que cette insécurité, nous puissions quand même arriver au bout de la sécurité, même si ce n'est pas aussi un idéal facilement atteignable. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Je rappelle que vous êtes sur le grand dialogue de Studio Tamani, insécurité grandissante à Bamako, quelle porte de sortie. Alors, nous retournons avec nos invités, Siaka Sidibé, directeur régional de la police du district de Bamako. Boubacar Yalkouye est porte-parole du collectif Sauvons la presse privée et Fodié Tandjougora, notre sociologue. Alors, dans la troisième partie, nous allons voir du côté comment faire pour renforcer la sécurité dans la capitale et ses environnants. Nous avons remarqué que les sociétés de gardiennage gagnent du terrain à Bamako. Est-ce qu'il faut opter pour la sécurité privée, M. Tandjougora? Oui, donc j'avais un peu avancé sur ça. Je pense qu'aujourd'hui, la couverture sécuritaire, comme le disait M. le policier, on ne peut pas dire que c'est suffisant en réalité. Je n'ai pas les chiffres de nombre de forces de sécurité par rapport aux habitants. Mais ce qui est sûr, dans beaucoup de pays, on s'est rendu compte que cette sécurisation qui était à la fois régalienne, eh bien, l'État peine à appliquer la couverture sécuritaire sur toute l'étendue. Alors, beaucoup de formes d'insécurité peuvent être évitées en utilisant la sécurité privée. Donc, ça peut être les sociétés de gardiennage, ça peut être d'autres initiatives de sécurisation qui peuvent venir des ONG, n'est-ce pas, qui peuvent venir des sociétés privées, pour compenser notamment le manque de l'État dans certaines parties. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudra peut-être réinventer un autre schéma. Ce n'est pas peut-être le gardiennage qu'on connaît aujourd'hui, mais il faut rendre plus ou moins professionnel et réinventer un autre schéma pour former davantage ce personnel-là et les mettre à la disposition des citoyens. Je pense que c'est une nécessité, oui. Ok. Siaka Sidibé, est-ce qu'il y a lieu d'opter pour la sécurité privée au Mali maintenant? Bon, société privée, mais avant cela, je voudrais quand même signaler que tout système en matière de sécurité, tout système est perfectible.
Et ce que j'ai beaucoup appris des deux frères Tandigoura et Yalkouye, et que j'ai beaucoup noté, bon, contrairement peut-être à Yalkouye, le tableau pour moi n'est pas aussi noir. Hein. Peut-être que le tableau devient souvent sombre, mais il n'est pas noir. Il n'est pas noir. Et cela ne doit pas nous amener aujourd'hui à dire que les forces de sécurité, il faut s'en passer. C'est un métier, les forces de sécurité. Dans tous les pays du monde, la police, la gendarmerie, la garde nationale, pour certains pays, et c'est des forces régaliennes, c'est les forces de l'État, c'est les forces qui sont là pour protéger les personnes et leurs biens, et ils apprennent cela à l'école, ils sont payés pour ça. Alors, donc, les sociétés de sécurité privée, c'est un choix, c'est un choix. Personne ne peut dire à un directeur de société de ne pas prendre un service de sécurité privée, hein. Ça c'est son choix. Mais si nous, on nous sollicite, nous sommes là, nous allons faire notre travail. Et on ne va pas citer des cas, mais quand même, je sais quand même s'il y a les sociétés de sécurité privée, les forces de police sont là, les forces de gendarmerie sont là pour sécuriser dans ces sociétés ou ces entreprises, ou même vraiment pour des escortes. Hein, nos forces sont là pour faire ce travail-là. Donc c'est un choix, mais moi je pense qu'il faut plutôt... on peut augmenter les services de sécurité privée, mais il faut veiller à ce que les forces de sécurité et l'État également soient mises dans les meilleures conditions, soient mieux formées, soient mieux encadrées. Et justement, avec ces débats-là, on note beaucoup et on améliore le système. Et moi, je pense qu'il faut aller à ça aujourd'hui, parce que ce qui est certain, l'État aussi a le devoir de protéger les populations et leurs biens. Nous en sommes conscients. Mais l'État a le devoir de protéger. Vous, à votre niveau, au niveau de la police, qu'est-ce qu'il vous faut concrètement dans le cas de Bamako pour avoir la sécurité maximale à la date d'aujourd'hui? Je viens de dire que tout système est perfectible. Vous avez vu, quelqu'un a parlé d'effectifs. On est en train d'augmenter petit à petit les effectifs. Ils ne sont pas encore au top. Parce que quand on prend les effectifs de nos commissariats de police aujourd'hui, on se rend compte que dans les 24 heures, en tout cas, tout le monde est utilisé. Et il y a certaines choses qu'on ne va pas dire sur les antennes ici. Il y a des faiblesses. Il y a certaines faiblesses qu'on corrige par notre engagement certaines fois. Et j'ai cité beaucoup de servitudes. Les patrouilles, checkpoints, surveillance des artères, couverture sécuritaire des manifestations, gaz statique. Il y en a tellement qu'aujourd'hui, il faut renforcer et le personnel et il faut renforcer le matériel. Sans cela, vraiment, ça pose souvent problème. Mais on n'est pas défaitiste. Au contraire, on n'est pas défaitiste. Parce qu'après chaque grand événement, par la grâce de Dieu, nous nous rendons compte que vraiment le service quand même a été acceptable. Et nous, notre volonté, c'est de faire le top des tops. Voilà. Donc, c'est un peu une réponse que je peux donner à votre question. Ok, M. Yalkouye, est-ce qu'il faut aller vers la sécurité privée, selon vous? Oui, la sécurité privée, c'est une nécessité aujourd'hui. C'est une nécessité, mais moi, je trouve qu'avant d'aller vers ça, il faut faire une évaluation, un état de ce que nous avons comme système sécuritaire aujourd'hui avant d'aller vers la privatisation, puisque la privatisation, elle a aussi des conséquences. Parce que nous avons vu dans presque tous les domaines dans lesquels nous sommes allés vers la privatisation, on a quand même été victime des conséquences vraiment, qui aujourd'hui on a du mal à les soigner. Et je suis pour ça, cette sécurisation privée, mais il faut d'abord s'apaisantir le plus sur nos forces de sécurité. Essayer de renforcer au moins les rangs. Les rangs, en ce sens que ce soit en termes, comme il l'a si bien dit, en termes de personnel aujourd'hui, que ce soit aussi en termes de moyens, en termes de matériel, et ainsi de suite. Il faut aller vers ça aujourd'hui. Et c'est ce qui manque. Et c'est cette politique qui manque. Aujourd'hui, nous avons vu l'État quand même à faire des efforts ces derniers temps par rapport à ça, compte tenu de l'insécurité au niveau de Bamako et également compte tenu de l'insécurité au niveau de certaines villes urbaines. Mais c'est insuffisant au regard de la situation qui pèse sur vraiment
nos têtes au niveau de ces différentes villes urbaines. L'État, jusqu'à présent, il faudrait qu'il engage, qu'il investisse, qu'il mette des moyens, parce que sans sécurité, c'est un peu difficile. Sans sécurité, on ne peut absolument rien faire. Sans sécurité, on ne peut absolument rien faire. Et quand vous sortez de votre famille, vous n'avez pas la conscience tranquille que vraiment l'État qui a la responsabilité de vous sécuriser a les moyens possibles pour le faire. Vraiment, sans cette conscience tranquille, ça va être difficile que vous puissiez même atteindre les objectifs que vous-même vous visez dans le cadre de la construction, dans le cadre du renforcement de tout ce qui va dans l'intérêt ou le bénéfice de la nation. Ça va être un peu difficile. Donc, à mon avis, l'État doit aller vers ça d'abord. On peut peut-être le faire. On essaie de on renforce d'abord notre dispositif sécuritaire et nous faisons, étape par étape, à chaque fois, nous faisons des évaluations. Dans peut-être une année, 2 ans, si nous voyons vraiment qu'on a du mal à résorber ou bien qu'on a du mal à atteindre les objectifs escomptés par rapport à ça, maintenant, nous pouvons faire recours quand même à ces sociétés privées. Parce que aussi la privatisation, il faut vraiment un peu faire attention à cela, compte tenu de ce que nous vivons déjà sur le terrain par rapport aux différents d'autres secteurs. Ok. Rapidement, on va revenir à Fodié Tandjougora, notre sociologue. Selon vous, quelles sont vos propositions quand même pour pouvoir endiguer ces fléaux vraiment à Bamako, la capitale du Mali? Bon, ça va être difficile d'endiguer. Comme il l'a dit, monsieur le policier, c'est un effort d'amélioration constant, c'est un effort constant. Je pense qu'il faut interroger les nouvelles formes d'insécurité parce que c'est vrai qu'il y a l'insécurité qui était autrefois liée au terrorisme, ça s'est progressivement transformé en banditisme résiduel et en agression physique. Donc il faut interroger ces nouvelles formes d'insécurité qui évoluent au fur et à mesure et puis adapter les forces de sécurité aux situations nouvelles que l'on voit généralement. Donc je pense qu'il faut les adapter et ensuite questionner la demande sociale par rapport à la sécurité. Il ne faut pas juste sécuriser les gens parce que c'est ce schéma de sécurité que nous avons pour vous. Mais il faut interroger la demande en matière de sécurité. Je pense que c'est plus qu'important. Oui. Merci à vous, mesdames et messieurs. Siaka Sidibé, directeur régional de la police du district de Bamako, il était là au téléphone avec nous. Boubacar Yalkouye, porte-parole du collectif Sauvons la presse privée. Fodié Tandjougora, sociologue, notre analyse maison séjour, pour pouvoir parler de l'insécurité grandissante à Bamako, quelle porte de sortie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions ou contribuer au grand dialogue à travers notre répondeur. C'est au 75 84 11 11, 75 84 12 12. Cette émission est une réalisation de Ibrahim Aran Diallo. Gagne Kanté a assuré la mise en onde et Mamadou Ouattara la régie vidéo. Je suis Aliou Sidibé à la présentation. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.